Salut Jérémy, comment tu vas? Salut Thomas, très bien, merci. Et toi? Ça va super. Bienvenue sur le podcast. Cette semaine, dans cet épisode, pardon, on va parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé, qui est assez méconnu, je trouve, du grand public. On va parler de SCI sur les assurances vie. Parce que beaucoup de monde connaissent les SCI, beaucoup de monde connaît les assurances vie, mais peu de monde connaît le combo entre les deux. Donc voilà, je suis content de pouvoir en parler avec toi. Et voilà, je propose peut-être que tu commences par te présenter un petit peu ton parcours rapidement pour situer un petit peu pour les gens qui te connaissent pas. Très bien. Donc, moi, Jérémy Chor, je suis directeur commercial chez Primalliance et bienprévoir.fr. J'ai commencé à travailler dans le commerce à l'âge de 14 ans à peu près, quand mes parents sont devenus commerçants, ce qui m'a beaucoup appris sur la quantité et les valeurs du travail. Je n'étais pas forcément destiné à faire des études ou des études longues. Je voulais même pas passer mon bac à l'époque, mais mes parents m'ont fait comprendre que j'avais pas trop le choix. Et au final, Comme beaucoup, ça m'a hein. plu et j'ai poursuivi avec un BTS, puis ensuite j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé dans la vie professionnelle dans la banque de réseau. Heu, Ce qui me plaisait, c'était justement d'accompagner, des entrepreneurs parce que j'étais spécialisé sur les créations d'entreprises et les clients professionnels. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir à Londres, de sortir de ce schéma, bancaire, hein, pour accompagner, ma femme qui poursuivait ses études à Londres à l'époque. Je parlais pas un mot d'anglais, donc j'ai fait le tour de tous les bars, du quartier C'est avec la mon c'est la CV meilleure pour, façon d'apprendre, hein. exactement. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, donc une petite parenthèse dans ma courte carrière à l'époque, et je suis revenu en France en 2005 et j'ai intégré là, une grande compagnie d'assurance, pour travailler sur la gestion de patrimoine. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser sur l'immobilier puisque, c'était la partie qui m'intéressait le plus. Quand on discutait avec des clients, je me rendais compte que, tous voulaient faire de l'immobilier et que l'immobilier répondait à beaucoup d'objectifs classiques de la gestion de patrimoine, hein, préparer la retraite, défiscaliser et cetera. Donc j'ai intégré, en 2009 un promoteur immobilier. On travaillait, uniquement sur de l'immobilier neuf, et en 2011, je suis rentré dans un cabinet en gestion de patrimoine, de renom sur la place à Paris, où j'étais, responsable du département immobilier, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les sujets, d'immobilier, collectif, à savoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'épargne immobilière, les SCPI notamment. Et donc, depuis 2011, je me suis spécialisé sur cette partie-là, et je suis maintenant depuis un peu plus de 4 ans donc chez Primalliance, heu, sur la partie donc épargne immobilière, et on a été, racheté, par bienprévoir.fr en 2020, donc maintenant je m'occupe, des 2 marques. OK. Donc ouais, tu t'es spécialisé dans la pierre papier quoi, enfin dans l'immobilier papier et donc SCPI et SCI aussi? Exactement, mais pas OK. que, on travaille aussi sur d'autres sujets, mais on pourra les aborder, plus tard. Ouais, OK. Ben, moi, ce que j'aimerais vraiment qu'on creuse aujourd'hui, c'est le sujet de la SCI sur les assurances vie parce que, bon, le sujet de l'assurance vie, on l'a abordé un paquet de fois sur le podcast. Voilà, c'est une enveloppe multi-support, on peut mettre un peu de tout dedans, à la fois des supports, qui ne sont pas à risque, comme les fonds euros, mais aussi des unités de compte, donc des supports non garantis en capital avec, voilà, on peut mettre des SCPI, des fonds d'investissement, des ETF, mais aussi des SCI et moi, c'est sur ça que j'aimerais qu'on creuse. Alors, est-ce que déjà tu peux nous peut-être commencer par la base, tu vois? Qu'est-ce qu'une SCI? Une SCI, donc une société civile immobilière, c'est une forme juridique, hein, d'une société qui permet en fait d'acquérir du patrimoine, de le gérer, de l'exploiter, en restant bien sûr sur de l'immobilier. Donc tout le monde connaît la SCI parce que souvent on a une SCI familiale, hein, avec les parents, Mmh. les frères, les sœurs, qui permet de constituer un patrimoine et de gérer un patrimoine immobilier familial. Là, ce sont des sociétés de gestion, donc des professionnels qui créent des véhicules pour permettre aux épargnants de pouvoir rentrer sur ces véhicules exclusivement investis, en immobilier. Et Dans là le et là, on cas, parle d'immobilier résidentiel, d'entreprise ou un mix des 2 en général, du moins sur ce type de c'est SCI? très diversifié. Généralement, les SCI sont très diversifiés. En tout cas, pour les SCPI dont on parle aujourd'hui, qui sont gérés par des sociétés de gestion, ce sont des véhicules où il y a parfois plusieurs milliards, hein, de capitalisation, donc des centaines, voire des milliers d'actifs immobiliers. Et on peut aussi bien y trouver de l'immobilier résidentiel que de l'immobilier professionnel.
OK. Dans Et le cadre, ouais, juste une petite précision peut-être, qui est importante, il me semble, dans le cadre des SCI, dont on parle aujourd'hui, ce sont des produits uniquement accessibles en unité de compte, donc dans des contrats de type, assurance vie, contrat de capitalisation et plan épargne retraite. À ouais, l'inverse d'une SCI familiale où on détient un immeuble en direct, généralement. c'est ça parce que et contrairement aux SCPI, on peut pas les détenir en direct parce que les SCPI, on a le choix entre l'assurance vie, enfin, le prendre sur une assurance vie et le prendre en direct. La SCI, pour le coup, on peut enfin, les SCI du type que tu décris, hein, qui ne sont pas familiales, on ne peut pas les détenir en direct finalement. On est obligé de passer par une assurance vie. C'est ça, assurance vie, contrat de capitalisation ou plan épargne retraite, parce que ce sont Mmh. des unités de compte, hein, donc uniquement accessibles dans ce cadre-là. OK. Et la, quelle est la grosse différence finalement avec une SCI, familiale? Mis à part l'accessibilité, quelle est Bah, la généralement, c'est la taille, la diversification. La SCI familiale, on choisit, hein, l'appartement ou l'immeuble qu'on va acheter et qu'on va faire rentrer dans cette SCI, souvent destiné à constituer un patrimoine. Alors d'abord, ça permet aux parents généralement de se constituer des compléments de revenus et ensuite ça mmh, permet de transmettre ce patrimoine aux enfants. Pourquoi on crée généralement des SCI? Parce que, on se rend compte que quand on a 2 appartements, ils sont pas forcément identiques et parfois ça peut créer des conflits chez les enfants parce qu'il y en a un qui est plus beau que l'autre, ou plus grand que l'autre. Donc on préfère mettre ça dans une SCI et comme ça on partage des parts et chacun, bénéficie finalement de la même chose. Heu mmh, donc ça, c'est la 1re différence. La et ensuite, donc quand on est sur une SCI qui est gérée par une société de gestion, eh ben, il y a des millions et des centaines de millions de collectes qui arrivent, qui investissent sur de l'immobilier, donc on est sur un patrimoine ultra diversifié. ouais. Donc d'un côté, c'est aussi beaucoup plus, j'ai envie de dire, un peu plus safe finalement parce que c'est tellement diversifié qu'on est moins allez, on a moins le risque d'un locataire qui paye pas par exemple parce que, au final, il y a beaucoup plus d'actifs immobiliers dedans, quoi. Évidemment, c'est la principale, différence entre de l'épargne immobilière, les SCI ou SCPI, versus un appartement en direct, parce que l'appartement, s'il n'est pas loué, on n'a pas de Mmh. loyer. Si le locataire ne paye pas, il n'y a pas de loyer. On peut avoir des contraintes, travaux, changement de locataire, et cetera. Alors que quand on est dans un véhicule comme ça, mutualisé, bon, bah, quand il y a, des centaines de locataires, s'il y en a un qui ne paye pas, finalement, on ne le sent pas. Mmh. Et du coup, quel est parce que dans ce que tu décris, j'ai l'impression quand même qu'on se rapproche beaucoup du modèle de la SCPI. Qu'est-ce qui va différencier du coup une SCI, donc gérée par une société de gestion, d'une SCPI? Bah, le 1er point, c'est que la SCI, on l'a dit, elle ne peut pas être, acquise en nominatif. Il faut absolument l'intégrer dans un contrat, un produit type assurantiel, donc assurance vie, contrat de capi Mmh, ou plan PER, tout épargne ça. retraite. Alors que les SCPI, elles peuvent être détenues en direct. Heu, les SCPI peuvent être également, acquises avec un effet de levier, avec un crédit. Dès lors qu'on est Mmh. dans un produit contrat d'assurance vie, par exemple, on ne peut pas faire, un Pas crédit faire de pour levier, acheter ouais. des Ouais. SCI. Les SCPI, on peut les acheter en démembrement de propriété, ce qu'on ne peut pas faire avec des SCI. Heu, Mmh. les SCPI, elles peuvent parfois aussi générer un avantage fiscal parce qu'il y a des dispositifs, type, Pinel, Malraux, Denormandie, déficit foncier, ce que ne peut pas procurer la SCI. Donc en fait, ce sont des véhicules assez similaires parce qu'investis exclusivement en immobilier, hein, ce sont des produits purs, pas comme Mmh. des OPCI par exemple, hein, où on peut trouver, une poche financière et une poche immobilière. Là, ce sont des produits purs immobiliers, mais avec des objectifs différents, heu et des modes de détention différents. La SCPI OK. est un peu plus flexible et souple, elle peut répondre à plus d'objectifs parce qu'on peut l'acheter de différentes manières et on peut la loger un peu comme on veut, alors que la SCI, ça reste un produit assurantiel. OK. Ouais, OK, je comprends bien. Ouais, tu l'as très bien dit, finalement, la SCPI, ça donne tu as plus le choix, finalement, sur la façon d'exploiter. Ça répond à plus d'objectifs, enfin, plus d'objectifs potentiels, suivant la situation fiscale ou personnelle. La SCI, au final, tu un petit peu, tu un seul choix, c'est dans les contrats de capitalisation, assurance vie ou PER et hem et voilà, tu peux pas faire de démembrement et pas faire de levier. Mais par contre, la finalité finalement est la même. C'est-à-dire que le sous-jacent, donc ce qu'il y a dedans en fait, la SCI ou la SCPI, ça reste le même, c'est-à-dire c'est de l'immobilier et ça peut être de l'entreprise ou du résidentiel.
Oui, et il y a un point aussi, c'est que la SCI est souvent beaucoup plus diversifiée encore que ne l'est déjà une SCPI. Une SCPI, c'est déjà très diversifié, hein. Il y a des SCPI avec des centaines d'immeubles et des milliers de locataires parfois. Eh bien, une SCI l'est encore plus parce qu'elles sont souvent composées de SCPI, hein. Parfois, il y a des SCI Mmh. où il y a une vingtaine ou une trentaine ou une cinquantaine de SCPI à l'intérieur et aussi d'autres actifs. Ça peut être de l'immeuble en direct, ça peut être des parts de foncières, etc. D'accord, une SCI peut posséder des SCPI? Oui, C'est tout à fait. C'est un peu d'ailleurs comme les comme ça fonds de fonds, que quoi? c'est ça. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de SCI se créent. C'est en achetant d'abord des parts de SCPI, avant D'accord. d'avoir une taille suffisante qui permettrait Pour d'avoir un acheter les actif en immeubles, ouais. direct. OK. Et alors, moi, ce que j'ai constaté, du coup, sur les assurances vie, c'est que, tu vois, quand on regarde les échelles de risque, c'est que quand on regarde les SCI sur l'assurance vie, on a un risque qui est reconnu comme assez faible. Souvent, il est à 2 sur 7, donc moins risqué qu'une SCPI. Heu, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Enfin, pourquoi c'est considéré comme moins risqué qu'une SCPI? Et pourquoi, potentiellement, ça peut être une bonne alternative aux fonds euros? Oui, alors effectivement, la plupart des SCI, elles sont notées 2 ou 3 sur l'échelle de risque de l'AMF qui va jusqu'à 7. Donc effectivement, un produit qui est peu risqué. Pourquoi? Parce que, ben, un, c'est la diversification, beaucoup plus diversifiée qu'une SCPI. Et il y a généralement une poche de liquidité dans une SCI, entre 5 et 10 à peu près de l'actif net, hein, de la capitalisation, qui peut servir à Mmh. compenser des retraits, ce qu'on a un peu moins sur une SCPI, puisque l'objectif de la SCPI, c'est d'aller chercher le plus de rendement possible, donc d'investir tout l'argent que les épargnants confient à la société de gestion pour acheter des immeubles. Et donc pour répondre à ta deuxième question, pourquoi c'est une bonne alternative aux fonds euros? euh, je rappelle quelques chiffres pour comprendre un peu le contexte, de marché. Heu, les rendements des fonds euros, ils ont, été divisés par 5 en 20 ans. Il y a 20 ans, on était à peu près à 5 en moyenne sur les fonds euros. Heu, Puis on est passé à 3 il y a 10 ans à peu près et l'année dernière, on frôlait, dangereusement les 1 puisque je crois que la moyenne du marché, c'était, 1,30, si je me rappelle bien. Donc on voit que, le rendement diminue, assez fortement. Heu et donc, bon, c'est depuis quelques mois, on est dans un contexte un petit peu différent parce qu'on est dans un contexte de hausse des taux, d'inflation et donc Mmh. aujourd'hui, on a des compagnies d'assurance qui proposent des fonds euros, boostés, et d'ailleurs la moyenne du marché en 2022 est montée, de 1,30 à 2. Donc on se rend compte que, les fonds euros évoluent un petit peu. Heu mais néanmoins, si on regarde sur les 20 dernières années, ils ont plutôt tendance à baisser. Ensuite, ce qui est important quand même, de savoir, c'est que, en France, il y a 80 à peu près des sommes investies en assurance vie qui sont investies sur des fonds euros. Pourquoi? Parce que la plus grande, caractéristique d'un fonds en euros, c'est la garantie en capital. Donc ça montre bien que les Français, recherchent N'aime avant pas tout le la risque. sécurité. Exactement, ils recherchent la sécurité, ils préfèrent avoir un rendement un peu plus faible, mais avoir cette garantie en capital. Alors, ces dernières années, on a vu que, effectivement, donc les rendements des fonds en euros ont fortement baissé, ce qui fait se poser la question aux épargnants: «Est-ce que le jeu en vaut la chandelle?» Certes, d'un côté, j'ai une garantie en capital, mais de l'autre côté, j'ai que 1 ou 2 de rendement. Donc on peut penser aujourd'hui que, effectivement, c'est intéressant de diversifier, de garder une poche sur les fonds en euros parce que on n'a pas envie de prendre de risques et on veut qu'une Mmh. certaine partie de son capital soit absolument garantie. Néanmoins, on pense aujourd'hui que c'est quand même judicieux de positionner une partie de son épargne vers des fonds de type SCI parce qu'on est, sur un bon couple rendement-risque dans la mesure où j'ai très peu de volatilité et j'ai des performances qui sont quand même relativement supérieures, puisque, on a longtemps été, autour de 4 pour les SCI dans les produits d'assurance vie. Ça, c'est pour les SCI, plutôt généralistes et parfois jusqu'à 6 ou 7 pour des SCI spécialisés sur certaines thématiques. L'année dernière, la moyenne du marché, c'était 3,70. Donc 3,70 versus 2%. Bon, ben, on se dit, tiens, il y a peut-être une partie Un de peu mon mieux, épargne quoi. que je peux diriger vers ces fonds un peu plus tournés sur de l'immobilier pour aller chercher un peu plus de rendement. Et les SCI
ont rapidement rencontré, leur succès puisque, aujourd'hui la capitalisation des SCI, c'est à peu près 26 milliards d'euros et on a, une trentaine de SCI qui existent aujourd'hui sur le marché. Tous les ans, on a des nouveautés qui arrivent sur le marché. Donc à la fois les acteurs spécialistes de l'épargne et de la gestion de patrimoine et les assureurs ont bien conscience qu'il y a une forte demande aujourd'hui des clients, des épargnants, des investisseurs pour aller sur ce type de fonds. OK. Alors, tu as dit plusieurs choses intéressantes. Alors, je sais pas si je vais me rappeler toutes mes questions, mais déjà sur le rendement. Tu as parlé de 4 en moyenne et qu'on pouvait monter à 6. Hem, Tu parles de performance ou de rendement? C'est-à-dire, est-ce que c'est les loyers qui sont reversés qui font 4 ou est-ce que c'est la valorisation de la part de SCI qui est valorisée de 4? Ou un mix des 2. Merci pour cette question parce que j'ai oublié de préciser dans les grandes différences entre les SCPI et les SCI, heu, que les SCPI étaient plutôt un produit de rente généralement, donc voué à distribuer des revenus, des loyers, alors que La les SCPI, tu veux SCI, dire? la SCPI, Tu oui. D'accord, j'ai entendu SCI, excuse-moi. Pardon, alors, donc SCPI, produit de Ouais, rente, distribution de revenus, OK. SCI, capitalisation. C'est-à-dire que les Ouais. loyers qui sont encaissés par la société de gestion travaillent sur le contrat et donc font, augmenter la VL, la valeur liquidative de la part, au sein du contrat d'assurance vie. Quand on est investi en SCI dans une assurance vie, on ne touche pas tous les trimestres son loyer comme on Mmh. pourrait, les toucher quand on est investi en SCPI. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui cherche des revenus passifs, une rente, c'est pas l'idéal, quoi. C'est vaut mieux aller sur de la SCPI. Par contre, quelqu'un qui veut valoriser, bah, son assurance vie, enfin bref, ouais, son contrat de capitalisation, là, la SCI, ça peut être intéressant, quoi. Oui, après, on peut tout de même percevoir des compléments de revenus avec les SCI parce que, tu sais, quand on est investi en contrat d'assurance vie, on peut faire ce qu'on appelle des rachats programmés. Donc ça, c'est à bien Mmh. étudier en fonction de la situation du client, de sa fiscalité, et cetera. Parfois, ça peut être très intéressant d'avoir recours à ce mécanisme-là plutôt que d'aller toucher des revenus en direct sur une SCPI. On va programmer, des rachats à hauteur de 500, 600, 700 € par mois, par exemple, sur son contrat, pour prendre ses revenus. Mais il y a un risque d'avoir une fiscalité qui va s'appliquer. OK. Alors, on va revenir après, hein, sur la fiscalité des SCI. Mais, tu as dit quelque chose que je trouvais intéressant de creuser. Tu as parlé donc de l'évolution des fonds euros sur les 20 dernières années. Heu, Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu vois les choses? Alors, pas forcément de je vais pas te demander, hein, de la boule de cristal, hein, de savoir que va dire les banques centrales dans les années qui arrivent, mais, heu, enfin, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais, ce qui a fait que les fonds euros ont baissé, c'est parce que ça a suivi finalement la politique des banques centrales qui ont, bah, du coup, diminué les taux. Donc, vu que la grande partie de l'allocation des fonds euros est constituée d'obligations, forcément, les rendements ont baissé, donc les fonds euros ont baissé. Là, a priori, ça remonte parce que les taux remontent. Comment, toi, tu vois les choses enfin, comment tu vois les choses dans les années qui arrivent par rapport aux fonds euros? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un support à vraiment laisser tomber et limite privilégier le livret A? Ou, ou est-ce que ça reste vraiment pertinent de toujours garder, du fonds euro? Alors toujours pareil en fonction du risque qu'on souhaite prendre et tout, mais qu'est-ce que tu penses toi de ce support aujourd'hui et comment tu le vois évoluer à l'avenir? Alors, je pense qu'il ne faut pas complètement abandonner le fonds euro. Ça répond à une vraie demande, qui est la recherche de sécurité, parce que c'est aujourd'hui le seul support dans un contrat d'assurance vie qui permet d'avoir la garantie en capital. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça remonte un peu parce que c'est le contexte de taux qui fait ça. On est sur une inflation, on était à 5,22 je crois l'année dernière. Les prévisions pour cette année, c'est encore 5 à peu près, d'inflation. Donc on va, continuer à avoir des taux qui vont augmenter parce qu'effectivement les taux des obligations et cetera, ça augmente. Maintenant, combien de temps ça va durer? Ça, on ne le sait pas. Mais on peut penser que ça ne va pas durer 10 ans. On devrait, ben, tout est cyclique, hein, si on regarde Mmh. l'immobilier, la bourse, la finance et cetera, tout est cyclique et on se rend compte qu'à un moment donné, on va revenir sur une situation un peu plus normale. Je ne vois pas demain les fonds euros distribuer 5 comme c'était le cas il y a 20 ans, par exemple. Donc si on veut Ouais, rechercher de la performance, c'est peut-être pas sur ces fonds-là qu'il faut aller. Néanmoins, pour la poche de sécurité qu'on veut avoir dans son contrat d'assurance vie, je pense que c'est intéressant de conserver une partie de son fonds euro. Tu faisais la comparaison avant avec le livret A. Le livret A, c'est très bien, mais la c'est problématique du plafonné. livret A, c'est le plafond. Donc, on ne Mmh. peut pas mettre plus de 22 900 € je crois, ou 20, Mmh. quasiment Ouais, c'est 23 ça. 000 €. Mais dès lors qu'on est sur des capitaux un peu plus importants, bon, ben,
On est Ah, pas bloqué trop et le choix, donc il quoi. faut aller sur le fonds euro si on veut une garantie en capital. Maintenant le fonds euro, de manière générale, Heu, à mon avis, la proportion du fonds euro, détenu par les épargnants aura tendance à diminuer, pour les raisons qu'on a évoquées, précédemment. On se rend compte que l'immobilier qui reste, qui continue à faire office de valeur refuge, prend de plus en plus de place parce qu'on se rend compte que c'est très peu volatile, qu'on a quand même cette sécurité, même si le capital n'est pas garanti, les revenus ne sont pas garantis, mais qu'on a un rendement qui est quasiment 2 fois supérieur. Mmh, OK. Et du coup, si on revient sur le support des SCI sur l'assurance vie, alors je dis sur l'assurance vie, mais on a compris, hein, qu'il y avait plusieurs, supports, hein, mais je dis l'assurance vie par abus de langage parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, enfin assurance vie PER maintenant. Hem, quelle est la liquidité? Enfin, est-ce qu'on peut retirer rapidement cet argent-là sur une SCI? Parce que je sais que sur les CPI, c'est moins liquide, enfin, on va dire avec les frais d'entrée généralement, si tu retires avant 2-3 ans, tu perds de l'argent. Avec la SCI, est-ce que tu as un minimum à garder pour, que ce soit intéressant ou ça peut être retiré plus rapidement? Enfin, voilà, quelle est la liquidité sur une SCI, dans une assurance vie? Alors, il faut distinguer 2 choses à mon avis, c'est le fait que ce soit liquide, c'est-à-dire qu'on puisse s'en séparer assez facilement et le fait que ce soit judicieux de s'en séparer financièrement. Alors, ouais, j'ai mal Heu, posé ma question, tu as raison. sur Heu, les peut-être sur les je vais la poser SCPI aujourd'hui, différemment. Je vais peut-être la poser je différemment du coup. Ou alors vas-y, je te laisse, dérouler si tu veux. heu, les SCPI et les SCI sont aujourd'hui relativement liquides. Alors, quand on est dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, que ce soit pour les SCPI ou les SCI, la liquidité, elle est assurée par l'assureur, par la compagnie d'assurance qui, elle, a pris des positions sur ces supports-là et qui donc en assure la liquidité. Donc si demain tu ouvres un contrat d'assurance vie, à l'intérieur de ce contrat, tu mets des SCPI, tu mets une SCI, si 6 mois après tu veux t'en séparer, tu peux tout à fait le faire. Tu envoies un ordre d'arbitrage à la compagnie d'assurance et tu peux arbitrer sur d'autres fonds, des fonds actions, des fonds obligations, ce que tu veux, pour arbitrer ces supports-là. Maintenant, est-ce que c'est judicieux de le faire? À la fois financièrement et d'un point de vue stratégique, pas forcément. Ça reste de l'immobilier. Même si c'est dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, ça reste un support 100% immobilier et donc la durée de détention qui est recommandée, c'est généralement 8 ans. On sait très bien que sur l'immobilier, on ne gagne pas forcément de l'argent en faisant des allers-retours, c'est en restant positionné sur de nombreuses années qu'on gagne de l'argent. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facilement liquide dans le sens où toi tu l'entends avec un gain financier, d'avoir des SCI parce que les frais sont souvent beaucoup moins élevés que les SCPI dans les contrats d'assurance vie. La SCI, a souvent des frais de 2 à peu près, sont des droits d'entrée de 2 qui sont, des frais acquis au fond, ce qui permet en fait de pallier au coût d'acquisition des supports qu'on va mettre à l'intérieur de la SCI. Pour les SCPI, alors là, c'est complexe parce que c'est très, différent selon les compagnies d'assurance, selon les contrats. On va payer parfois, 10 de frais, parfois 5, parfois 3, et puis à l'inverse, parfois on peut toucher 100 des revenus de la SCPI ou que 80 ou que 85 ou que 90. Donc là, c'est vraiment très, très variable. Mais on a quand même, de manière générale, des frais plus importants sur les SCPI en assurance vie que sur les SCI. Et donc, on aura tendance à les garder un peu plus longtemps pour amortir cette commission de Mmh. souscription qu'on aura payée au départ. Ouais, bah, c'était ça un peu la question, tu as très bien répondu. C'est qu'au finalement parce qu'en fait, j'avais la question d'après qui était quels sont les frais et les 2 sont clairement liés, en fait. C'est que vu que la SCI prend moins de frais à l'entrée, on va dire que le temps minimum pour que ce soit intéressant financièrement peut être plus réduit. On va dire qu'on peut se permettre, alors évidemment, comme tu l'as dit, quand on est sur des supports comme ça immobiliers, il faut que ce soit pour du long terme. C'est dommage de le garder 1 ou 2 ans, mais on peut se permettre, enfin, on va dire que on perdra moins d'argent, on va dire, si la SCI, on la retire au bout de 2 ans qu'une SCPI, par exemple. Parce qu'il y a eu moins de frais d'entrée, donc on va dire, on sera quasiment à l'équilibre sur une SCI, alors qu'une SCPI, il faut peut-être un peu plus de temps. Donc, voilà, c'était un peu ma question, quoi. On va dire, on peut se permettre d'avoir un horizon de temps un peu moins élevé sur une SCI que sur une SCPI. Oui, tout à fait, mais il faut quand même avoir en tête que c'est un produit long terme et d'ailleurs, Bien sûr. depuis quelques années maintenant, il y a des nouvelles SCPI qui sont arrivées sur le marché, qui sont des SCPI sans commission de souscription. Mmh. Les sociétés de gestion ont mis quand même une contrainte, c'est-à-dire qu'elles sont sans frais si
on les conserve un minimum d'années et elles Ouais, pratiquent ouais. des Moins de 3 pénalités ans, ouais. généralement Mmh. si on sort, la première année, la deuxième année, qui c'est dégressif, mais on encourage quand même fortement les épargnants à rester investis un certain nombre d'années sur ces supports immobiliers. Ouais, parce que de toute façon, enfin, c'est pas enfin, c'est pas un support où tu peux faire comme en bourse, où tu peux pas trader des parts, quoi. Sinon, c'est pas c'est pas intéressant pour la société de gestion, quoi. C'est pas possible à gérer, ouais. Et est-ce qu'il y a des frais à la sortie, sur la SCI? Parce que tu as dit à peu près 2 sur les frais d'entrée ou est-ce qu'il y a des frais en sortie? Non, il n'y a pas de frais de sortie, sur des SCI. C'est uniquement à l'entrée où on a généralement 2 de frais, donc des droits d'entrée qui sont acquis au fonds et parfois on peut, profiter, d'une fenêtre d'investissement, lors du lancement par exemple d'une nouvelle SCPI, du nouvel SCI pardon, même moi je m'y perds, du nouvel SCI où, on peut, bénéficier d'une enveloppe, à 0 de droits d'entrée par exemple. D'accord, OK. Et j'ai vu aussi qu'il y a tu vois, il y a beaucoup d'assurances vie qui proposent des rendements bonus, on va dire, si on est sur des unités de compte. Ils vont proposer, par exemple, je dis une bêtise, un 2 le fonds euro, mais on va booster le fonds euro à 2,30 s'il y a X sur, des unités de compte. Est-ce que, par exemple, les SCI font partie de ces unités de compte qui permettent de booster le fonds euro? Ou il faut que ce soit des unités de compte un peu plus à risque, type, fonds ou type ETF ou des choses comme ça? Non, c'est toute classe, d'actifs différentes dans les unités de compte, aussi bien, les unités de compte immobilières type SCI, SCPI ou actions ou obligations. En fait, tu vois, là, ça démontre bien ce mécanisme-là, que les assureurs encouragent les épargnants à limiter la part du patrimoine sur les fonds en euros pour aller vers des unités de compte. Les assureurs, ça va leur coûter de l'argent à un moment donné les fonds en euros, Mmh. parce qu'à la fois c'est garanti et c'est eux qui doivent servir le rendement. Donc elles poussent à aller sur, des unités de compte et d'ailleurs, il y a beaucoup de contrats qui plafonnent le montant des investissements sur les fonds en euros. Il y a certains contrats, on ne peut pas mettre plus de 30 par exemple en fonds en euros, d'autres c'est pas plus de 50 et on a la même contrainte, sur des véhicules, immobiliers parfois. Alors nous, on a sélectionné un contrat, chez Primaliance où on peut faire, des contrats 100 immobiliers. Mais tous les contrats ne le permettent pas et parfois on met des limites. Dans certains contrats, on ne peut pas mettre plus de 30 d'une SCI par exemple. Dans d'autres contrats, ça va être 50. Donc, on a des limites selon les compagnies d'assurance sur ce type de véhicule. Mais le fonds euro, des compagnies d'assurance qui est boosté effectivement, c'est souvent lié à une contrepartie. Je vous booste le taux sur le fonds euro à condition que ce fonds euro soit un peu diminué et que vous en mettiez un peu plus Mmh. sur une poche, unité de compte. Et je veux dire, ça peut pas être comment dire? Un petit hack, tu vois, à faire sur quelqu'un qui veut pas prendre trop de risques. Par exemple, il a le droit à maxi enfin, pour avoir le fonds euro boosté, il faut qu'il ait maxi 50 en fonds euros et alors je sais pas si c'est un peu triché, mais a priori ça marcherait, c'est de faire 50 de fonds euros, 50 sur une SCI. Du coup, c'est l'unité de compte, mais tu es en risque 2, donc quand même très peu risqué. Tu as un rendement potentiel de 4 à 5 et tu en plus, tu as le fonds euro boosté. Est-ce que tu vois, c'est des stratégies qui peuvent être, ou que tu as déjà vues toi par le passé, qui peuvent être employées par des épargnants qui veulent du rendement, mais en gardant vraiment, enfin en limitant au max le risque, quoi? Oui, Est-ce que oui, ça bien te sûr, paraît ça très c'est pertinent, tu vois, comme idée d'allocation? bah, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on fait des contrats, 100 immobiliers. Alors nous, on utilise très, très peu le fonds en euros, parce que Primaliance a une étiquette, immobilière, hein, c'était Mmh. la 1re plateforme 100 SCPI. On a toujours travaillé sur l'immobilier collectif, sur l'épargne immobilière et cetera. Donc nos contrats d'assurance vie, on a très peu de fonds euros à l'intérieur. Mais effectivement, pour les gens qui souhaitent prendre le moins de risques possible, on cumule souvent les fonds en euros et les produits immobiliers. Maintenant, attention, hein, il faut quand même garder en tête que même si sur l'échelle de l'AMF, on n'est que sur un risque de 2 ou de 3, on est quand même sur un produit où il y a un risque, le capital n'est pas garanti, les revenus ne sont pas garantis, donc ça ne remplace pas un fonds en Un euros. fonds euro, bien sûr. Bah, justement, vu qu'on parle de risques, dis-nous, quels sont les risques, concrètement? Donc j'imagine risque de liquidité, risque de perte en capital, mais quels sont enfin les risques un peu concrets derrière ça, tu vois? Qu'est-ce qui pourrait se passer, ou qui a pu se démontrer par le passé bah, voilà, qu'une SCI, enfin, quels sont les risques concrets qui peuvent arriver, quand ça se passe mal, on va dire?
pour quelqu'un qui Bah, met, de la richesse? sur une SCI qui est un produit de capitalisation, on n'a pas ce risque de fluctuation des rendements. Parce que sur une SCPI, par exemple, qui Mmh. distribue des loyers, le risque, c'est ça, c'est que les loyers ne sont pas garantis. Donc on peut très bien avoir un loyer de, 100 € par trimestre, pendant X années et puis tout d'un coup, il peut chuter à 80 ou à 70 et puis il peut monter à l'inverse à 110 ou à 120. Donc les revenus, ils fluctuent. Sur une SCI, c'est un peu la même chose, mais comme ça se traduit dans la valorisation, dans la VL, hein, la valeur liquidative, eh ben, on a une valorisation qui n'est pas forcément, linéaire, mais qui est, ce qu'on appelle à une certaine volatilité, qui peut monter, qui peut baisser, en fonction à la fois des loyers qui vont être encaissés ou pas par la société de gestion suite à la gestion des immeubles qu'elle détient en portefeuille. Également aussi, issus de la valorisation des actifs. Les actifs sont expertisés, hein, chaque année. On en parle beaucoup en ce moment, hein, on dit l'immobilier, attention, il y a un crash, ça va baisser, et cetera. Alors effectivement, il y a certaines classes d'actifs dont, les valorisations, des biens immobiliers ont baissé un petit peu ces derniers mois, et donc ça, bah, forcément, ça va faire baisser ma valeur liquidative, donc ça fait baisser mon épargne sur mon contrat d'assurance vie. Ouais. Donc ça, c'est Co co le principal risque. Après, le risque de liquidité, comme je le disais tout à l'heure, il est couvert par l'assureur. C'est l'assureur qui s'engage donc, à n'importe quel moment, on peut ressortir de ces supports qui sont logés dans des contrats, type assurantiel. Heu et de manière générale, aujourd'hui, la liquidité est organisée, heu, sur ces supports-là. Heu, on risque pas aujourd'hui de connaître ce qu'on a connu, au milieu, début des années 90 avec, la grande crise de l'immobilier où tout le marché était bloqué. On n'est plus du tout dans le même contexte parce qu'à la fois à l'époque, il y avait beaucoup trop d'offres et plus de demandes. Aujourd'hui, on a une offre qui est quand même très restreinte. On voit, il y a plus de construction, il y a plus de chantier, tout est quasiment à l'arrêt. Néanmoins, on a quand même encore une demande qui est extrêmement forte. On sait qu'on manque beaucoup de logements en France. Ça, c'est pour la partie résidentielle. On manque également beaucoup d'infrastructures sur la santé, par exemple, la logistique, et cetera. Donc on n'est plus du tout dans le même schéma. On a aujourd'hui une offre, relativement limitée pour beaucoup de demandes et en plus de ça, on a quand même, l'AMF qui, a organisé aujourd'hui a demandé aux sociétés de gestion d'organiser des marchés secondaires pour pouvoir revendre les parts plus facilement et cetera. OK. Alors, Donc le c'est intéressant ce que principal tu risque, c'est sur la valorisation et sur les rendements. ouais, donc si je récapitule les 2 risques, hein, risque de perte en capital, il va être clairement dû à l'évolution du marché immobilier, mais en France, on va dire qui impactera finalement tout le marché IMO comme, les gens qui ont une résidence principale comme unique patrimoine finalement, ils vont être exposés au même risque finalement. Alors en France et en Europe, hein, généralement Ouais, les véhicules type SCI, elles détiennent de l'immobilier en France et en Europe. C'est, de plus en plus diversifié aussi vers l'étranger aujourd'hui. Heu Bah, alors pas tout à fait, je dirais comme la résidence principale que tu évoquais parce que, il y a des marchés qui, évoluent pas de la même façon. oui, bien Si je sûr. te donne un exemple, le commerce et l'hôtellerie, en 2020, bah, personne ne voulait investir dessus, c'est normal. On était en Mmh. plein confinement, les commerces, à part les commerces dits essentiels, étaient fermés, les hôtels étaient fermés, puis personne ne pouvait voyager et cetera. Et on a eu des baisses de valorisation, les prix se sont ajustés et on a donc certains actifs qui ont connu des baisses de valorisation. Ce sont ces mêmes actifs-là qui ont connu les plus fortes hausses l'année dernière. La meilleure performance l'année dernière en classe d'actifs sur l'immobilier professionnel, ce sont les hôtels. Parce que, Mmh. ben, aujourd'hui, ça Et tourne à rebond plein quoi. régime. Ah, exactement. Donc voilà, on a des classes d'actifs qui varient parfois et qui vont pas tout le temps dans le même sens au même moment. Donc, Mmh. c'est aussi l'intérêt de ce type de véhicule, c'est d'être extrêmement diversifié et de ne pas avoir que de l'immobilier, résidentiel, par exemple. Alors c'est très bien que tu parles de ce sujet, alors ça c'est un sujet un peu plus global, tu vois? Mais, avec, bah, ce qu'on a connu en 2020, avec un peu voilà les confinements et tout ça, moi c'est clairement quelque chose qui m'a effréné, tu vois? D'investir en SCPI, parce que je me disais, la majorité des CPI, alors pas toutes évidemment, mais il y a beaucoup des CPI sont quand même dans les bureaux, alors je parle pas de commerce, mais plutôt sur les bureaux et que le développement du télétravail, on s'est rendu compte, hein, que finalement, bah, ça a pas trop impacté les rendements des SCPI. Heu, mais toi, comment tu vois les choses, tu vois, par rapport à un peu la démocratisation du télétravail? J'ai quand même moi l'impression que les entreprises n'ont plus autant de besoin de louer des locaux commerciaux.
enfin, du moins, ils les louent toujours, mais peut-être ils ont des besoins un peu moindres. Est-ce que toi, tu penses que malgré la démocratisation du télétravail, les CPI qui sont plutôt orientés bureau, même des CI, euh, ont quand même de l'avenir selon toi, ou il faut quand même être méfiant? Alors effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas nier que le télétravail se généralise. Je le vois très bien, à la fois chez nous et autour de moi. Néanmoins, il faut quand même distinguer une chose, c'est que tout le monde ne veut pas faire du télétravail 5 jours par semaine. Moi, j'ai une Hmm. équipe, d'une quinzaine de personnes, heu, qui a souffert de cette période de confinement où ils étaient obligés de rester chez eux et de rester en Hmm. télétravail. Et dès qu'ils ont pu revenir au bureau, ils l'ont tous fait avec plaisir. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certaines habitudes qui se sont, installées et que, bah, de temps en temps, une journée de télétravail, c'est pratique parce qu'on attend la livraison d'un colis, il y a le plombier qui vient réparer la chaudière, et donc c'est beaucoup plus facile de s'organiser dans ces conditions-là. Moi, j'ai à peu près, on va dire si je devais faire une moyenne, une journée de télétravail, dans mon équipe à peu près par semaine. J'ai des personnes qui en font 3 par semaine, j'ai des personnes qui en font jamais. Et là, on est, derrière moi, on voit l'immeuble, c'est un centre de coworking. Il y a à peu près, 1 salariés, une capacité pour 1 000 salariés ici dans l'immeuble. On constate qu'il y a des jours où il y a un peu moins de monde que d'autres. C'est souvent le Mhm. vendredi. Mais les autres jours de la semaine, c'est un peu compliqué de trouver une salle de réunion et de trouver un espace, pour se mettre au calme et téléphoner parce que c'est plein, plein comme un œuf. Donc en fait, il y a, avec ce phénomène-là, une sélection qui se fait et un vrai retour vers la qualité. C'est-à-dire qu'encore plus qu'avant, tu sais, on dit souvent dans l'immobilier: «L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement». C'est aussi Mhm. vrai pour l'immobilier Pour les professionnel bureaux, ouais. et pour les Mhm. bureaux. Quand on a des bureaux qui sont de bonne qualité comme, ceux dans lesquels on est aujourd'hui, où il y a énormément de services qui sont proposés, aux utilisateurs, parce qu'on peut faire ici du sport, on peut organiser des conférences, il y a un coiffeur une fois par semaine, pour les filles, il y a de la manicure, ben, Bon, nous, on n'est plein de pas services qui concernés sont par le coiffeur, proposés. hein. Non, moi j'y suis jamais allé ici. Ouais. Mais il y a plein de services qui sont proposés et qui permettent de fidéliser aussi, les collaborateurs. Et on se rend compte que, ben, quand on est dans un actif de qualité comme celui-ci, qui est bien positionné, où on est proche des transports et cetera, ben, on a une T'auras forte une demande. demande, ouais. Maintenant, quand on est sur un immeuble de bureau en troisième couronne, de Grenoble, bah, c'est un peu plus Ouais. compliqué à remplir aujourd'hui. Donc il faut vraiment viser, la qualité. Et ensuite donc effectivement, le télétravail, prend de plus en plus de place. C'est pas pour autant que toutes les sociétés peuvent libérer des mètres carrés. Mmh. Parce que, un, à la fois, c'est pas toujours bien organisé et en fait, bah, tout le monde prend son jour de télétravail le vendredi, donc ça veut dire que, OK, le vendredi, il y a personne, mais tous les autres jours de la semaine, on est au complet, donc on peut pas libérer des mètres carrés. Il y a certaines sociétés qui le font, hein, et il y a des sociétés, bien sûr, qui s'organisent et qui font des roulements de manière à pouvoir diminuer de 10, 20, 30 la surface locative et donc diminuer les coûts. Mais quand on est bien positionné, quand on gère une SCI ou une SCPI, quand on a un actif, même s'il y a un locataire qui libère 10, 20 ou 30 de sa surface, on va assez rapidement les relouer normalement. OK. Ouais, donc tu pas plus inquiet que ça, on va dire, avec la démocratisation et puis moi j'ai aussi l'impression quand même que alors bon, moi je suis un cas particulier parce que je me suis mis à mon compte donc forcément je travaille de chez moi, tu vois? Enfin pas forcément mais voilà, j'ai fait le choix de travailler de chez moi. Mais j'ai quand même l'impression dans mon entourage en discutant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui au final le bureau ça leur a manqué en fait. Qui ont découvert comme tu dis que le télétravail c'est pratique, qu'1 ou 2 jours par semaine c'est cool, mais que finalement, ben, revenir au bureau voir les collègues c'est cool et même moi, tu vois, en tant que, du coup, personne à mon compte, s'il y a bien un défaut dans mon travail aujourd'hui, c'est que, bah, ça me manque, tu vois, d'avoir des collègues finalement. Et je comprends finalement que, ben, que les gens, ils veulent pas faire du télétravail 5 jours par semaine parce que je pense qu'on a besoin de ce lien social et donc c'est pour ça que moi aussi je suis pas forcément inquiet, par rapport à ce qui s'est passé, en 2020, quoi. Enfin, du moins dans le contexte, voilà, de ce qu'on dit d'investissement, SCPI, bureau, quoi. Je pense qu'on a Non, toujours les besoin, en gens ont fait. besoin, ouais, ouais, les gens ont besoin d'être au bureau, ils ont besoin d'échanger. C'est quand même, au bureau qu'on réunit, heu,
le maximum de collaborateurs et c'est là où aussi on a des idées, on échange, on se partage Mmh. des conseils, on se donne des tuyaux, quand on fait venir nous, on fait venir les sociétés de gestion, quand elles viennent, c'est au bureau et quand on est au bureau, on pose d'autres questions qu'on pose pas forcément quand Oui, on que est tu auras derrière pas sa pensé, caméra, c'est derrière son ça. ordinateur, donc Mmh. c'est pour ça que, les gens sont assez contents de se retrouver et puis, mine de rien, prendre un café, pendant 15 minutes avec un collègue, parfois on apprend des choses. Ouais, c'est clair. Ça, c'est le genre de petit truc qui manque, tu vois? Bon, si tu veux venir Hem, nous voir et prendre un café, tu peux. Bah, ouais, bah, la prochaine fois, je monte sur Paris, je viendrai vous voir. Hem, du coup, Jérémy, je pense on a fait bien le tour, je pense, sur les SCI, sur assurance vie. Alors, je sais pas si j'ai encore un petit sujet comme je voulais aborder avec toi alors qui parle toujours d'IMO papier, mais est-ce que sur les SCI sur assurance vie, tu avais d'autres choses à ajouter, d'autres précisions, tu vois? Des questions que je t'aurais pas posées ou des choses qui te paraissent pertinentes que les auditeurs devraient savoir, sur ce support? Je pense qu'on a fait un bon tour parce qu'on a parlé à la fois du cadre de détention, On a des parlé frais, liquidité, des de la frais, liquidité, des rendements, de la diversification, des heu, risques. des risques également. Donc, pour moi, le sujet principal, si j'ai un petit conseil à donner, quand on fait de la gestion de patrimoine, il faut diversifier, quoi. C'est la meilleure manière Ouais, ouais, finalement, de limiter le risque. ça c'est le mantra à afficher aux toilettes, tu vois? Diversifier, pour tout. Moi, j'aime bien dire, dans mes coachings formations, moi, j'aime bien parler, tu vois, de la méthode Inception où tu as un camembert avec ton allocation patrimoniale globale, donc de l'immobilier, marché financier, matières premières, or, bah, ce que tu veux et au sein de chaque part du camembert, tu refais un camembert. Donc au sein de ta poche action, bah, tu refais un camembert qui va diversifier, des ETF, des fonds, des actions, bref et ça sur chacun des actifs, finalement, refaire des camemberts pour rediversifier à l'intérieur de tes actifs, qui constituent ton allocation principale. Je sais Bien pas si sûr, tu as c'est la compris ma meilleure théorie, façon mais voilà. de c'est la meilleure façon de limiter le risque. Alors, certes, parfois on n'ira pas chercher la meilleure performance parce qu'on aurait pu, si on avait tout misé sur une action, aller prendre Oui, beaucoup plus de plus-value que mais au si moins on on dort avait bien la nuit, quoi. voilà, exactement. On est un peu plus tranquille. OK. Alors juste avant de terminer, tu m'as parlé tout à l'heure des OPCI. Alors je sais que c'est pas le sujet du podcast, mais souvent quand on cherche des fonds immobiliers sur une assurance vie, on va voir SCPI, SCI, mais on voit aussi OPCI. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Parce que tu t'en as parlé en tout début d'épisode. Tu peux me dire rapidement en quoi ça consiste et ce que c'est? L'OPCI, c'est un véhicule, hybride, qui a été créé, à mon sens pour, apporter de la liquidité aux fonds immobiliers, puisque les SCPI, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de SCI. Les SCPI étaient un produit, pur, immobilier et donc on s'est dit: «Bon heu, comme c'est un produit qui est éligible dans les contrats d'assurance vie, comment on organise la liquidité?» Donc on va mettre des poches financières à l'intérieur de ces fonds. Dans la plupart des cas, on a, 60 d'immobilier et 40 autres et ces 40 d'autres, c'est, des actions, des obligations, des foncières cotées, du monétaire, et bien sûr de la liquidité. Heu, j'ai jamais accroché avec ce type de support parce que justement c'est hybride et que je me dis que si je veux faire du financier, je vais faire du financier et Bah, si je veux c'est faire de c'est l'immobilier, je vais faire de l'immobilier. Et il je y me a suis fait la très même peu en réflexion fait, aussi, on parce a que je me très dis peu au de final clients tu et très tu peu de tu demandes. délègues, j'ai l'impression que tu délègues un peu cette allocation que tu peux faire toi-même en fait. Ces 60 d'immobilier, tu peux les mettre toi en SCI ou SCPI et les 40 de marché financier, tu peux le faire toi sur ton PEA, ton compte titre ou même sur ton assurance vie finalement. Ouais, c'est souvent, heu, c'est vrai que ça pourrait, être utilisé par une personne qui se dit: j'ai pas envie de choisir, je vais prendre un fonds qui fait tout». Mmh. Mais, Du coup, tu payes les c'est frais peut-être aussi pas qui vont avec. forcément oui, c'est pas forcément la bonne idée parce que quand on voit que, finalement on a les avantages et les inconvénients des deux classes d'actifs, quoi, à la fois du financier et à la fois de l'immobilier. Pendant les années covid, les SCPI, elles se sont très bien comportées, très bien maintenues. L'immobilier de manière générale s'est bien maintenu, mais les OPCI ont souffert parce que, il y avait une poche, à l'intérieur financière avec des foncières cotées et cetera. Donc, heu, on a connu des baisses qui n'auraient Mmh. pas dû être ressenties sur ces marchés-là. OK. Mais ça, les OPCI, tu me confirmes que c'est le
pour y accéder, c'est pareil que des SCI, c'est-à-dire, PER, assurance vie, contrat de capitalisation. C'est pareil. Oui, Tu peux pas les avoir en direct, à part exception, une ou 2, un ou 2 OPCI qu'on peut détenir en en nominatif, direct? OK, notamment un OPCI, qui s'appelle LF Serenissimo de mémoire, qui a la particularité d'investir sur de l'immobilier meublé et qui peut OK. permettre, à l'investisseur de bénéficier de la fiscalité du loueur meublé, Du meublé. Du donc LMNP du coup? d'être en BIC. Ouais, exactement. OK. On Ouais, n'investit que OK. sur des résidences d'immobilier gérées et lorsqu'on les a en nominatif, la fiscalité qui s'applique, c'est celle de la location meublée. OK. OK, Jérémy, bah, écoute, merci beaucoup pour, bah, toutes ces explications, c'était, super clair. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être maintenant, bah, ce que vous faites avec Prime Alliance? Où c'est qu'on vous retrouve? Enfin voilà, quel est votre cœur de métier et où c'est qu'on peut vous retrouver, ceux qui sont intéressés? Ouais, avec plaisir. Ben, Primaliance, un petit rappel, donc Primaliance, c'est une société qui a été créée en 2010. Donc ça a été la première plateforme 100% SCPI, hein, dans le monde de la gestion de patrimoine. Elle a été créée par 2 anciens, d'une société de gestion et ensuite, elle s'est diversifiée vers d'autres, types d'investissements, comme l'a fait le marché avec les OPCI, les SCI. Aujourd'hui, on intervient également sur d'autres supports comme le crowdfunding immobilier, comme les clubs deal immobilier, comme le private equity immobilier, ben, toute forme, d'immobilier collectif, Mmh. ce qu'on appelle l'épargne immobilière. Primaliance peut accompagner des clients sur ces sujets. OK. Aujourd'hui, Vous faites de l'immobilier fractionné aussi? non, on ne fait pas encore de l'immobilier Ouais. fractionné, non. Parce que ça, c'est un truc tout Heu nouveau, mais, je sais pas si OK. Pour l'instant, c'est pas un sujet chez nous. Depuis 2010, on a accompagné, près de 7 000 clients, heu et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on est quotidiennement, en contact avec nos clients, heu, on s'est rendu compte, en fait, que, comme tu le disais avant, hein, le client, qu'est-ce qu'il recherche? C'est le maximum de rendement avec le maximum de garantie. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a, lancé, notre propre SCI, en juin 2021, il y a presque 2 ans maintenant, pour répondre justement à cette demande. On a voulu créer un support, qui permet à nos clients, de bénéficier de toute notre expertise, puisqu'on est spécialisé sur ces sujets d'épargne immobilière. Donc on a créé ce support avec, une des plus grandes sociétés de gestion de la place, qui est La Française, qui intervient en tant que société de gestion, donc de la SCI, et Primaliance intervient en tant que conseil, où on suggère à la société de gestion les fonds qu'on veut intégrer dans le support. Donc, on la particularité de cette SCI qui s'appelle SCI Primaliance ImoTrend, ImoTrend parce que, c'est méga tendance, hein, c'est un fonds méga tendance. Heu, on n'est ni une SCI ultra diversifiée, comme le sont, beaucoup sur le marché, ni spécialisée sur une seule thématique, comme la santé ou l'hôtellerie, par exemple. On a pris le parti, nous, d'investir aujourd'hui sur 4 grands piliers de l'immobilier qui sont pour nous porteurs, de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. On investit sur la santé, sur le résidentiel, sur la logistique et sur le nouveau bureau ou, et les bureaux adaptés aux nouveaux usages. Voilà, donc ça, ce sont les Coworking, par 4 exemple? principales, heu, coworking par exemple, mais, immeubles très récents qui répondent aux dernières normes Mmh. environnementales, neufs, qui attirent aujourd'hui, des utilisateurs. Et donc, ben, ce qu'on a voulu finalement, c'est d'avoir le support le plus, linéaire possible, et ça se traduit très bien quand on regarde l'évolution de la valeur liquidative du fonds puisqu'il y a très, très peu de volatilité. On doit être à moins de 0,60 de volatilité, donc ça veut dire que le fonds, ne fluctue pas beaucoup, il est très, très Mmh mh. linéaire et apporter quand même une performance assez intéressante. Notre objectif, c'est, dépasser les 4. Donc l'année dernière, on a eu une performance de 3,95 sur l'année 2022 et aujourd'hui, on compte bien profiter du contexte actuel pour aller chercher plus de performance et aller chercher une performance qui sera, 4 et plus, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, on l'a dit, hein, de hausse des taux et cetera. Ça veut dire qu'on achète dans des meilleures conditions aujourd'hui, on achète avec des meilleurs rendements qu'il y a, 6 mois ou qu'il y a 1 an. Donc on va aller chercher, plus de performance encore que les 4 qui était notre objectif initial. OK. Et donc du coup, on vous retrouve sur, le site Primaliance, j'imagine? Je vous mettrai le lien, je pense, sur la Primalliance.com, description, ouais. exactement.
OK. primalliance.com et donc là, vous allez retrouver, toute l'offre, d'épargne immobilière qu'on met à disposition de nos clients et on a aujourd'hui la facilité, on peut permettre à nos clients d'accéder à un portefeuille ultra diversifié, en un clic puisque avec notre parcours digital, on construit des allocations pour nos clients. On a mis en place des allocations, des plus prudentes, aux plus, dynamiques, en passant par des allocations qui vont être uniquement investies sur des fonds ISR par exemple, ou uniquement, investis à l'étranger et donc tout ça, c'est le conseiller qui accompagne le client et en fonction de son objectif, sa situation patrimoniale, sa recherche de performance, sa volonté ou pas de prendre des risques, on lui met à disposition un portefeuille qui sera, ultra diversifié et en un clic, il peut, souscrire à ce portefeuille. OK, super clair. Écoute, merci beaucoup Jérémy. Dans tous les cas, hein, je mettrai les liens pour les auditeurs, hein, qui veulent aller checker, ce que vous faites et avant de terminer, petite question traditionnelle de fin, est-ce que tu peux nous recommander un livre, un bouquin que tu aimerais que les auditeurs connaissent? Ça peut être sur les finances, comme le développement personnel, comme l'entrepreneuriat, voilà. Si tu as un livre que tu aimerais faire partager. Alors, je vais peut-être te décevoir, mais c'est pas du tout un livre, qui tourne sur l'immobilier ou sur la finance. Généralement, quand je lis, c'est plutôt pour essayer de m'évader et donc je vais pas, te recommander un livre, mais plutôt 5 livres, puisque c'est une Ah waouh! pentalogie. D'accord, Mais OK. ça se lit très bien parce que c'est des petits bouquins, d'une centaine de pages. C'est une auteure, japonaise qui s'appelle, Aki Shimazaki, qui a, OK. écrit donc cette pentalogie qui s'appelle, Le poids des secrets et c'est assez intéressant parce qu'en fait, chacun de ces 5 livres, est, et représente un personnage d'une famille et on va découvrir, pas mal d'histoires, familiales, on va chercher un peu, enfoui, ce qui est enfoui dans le passé de chacun qui ressort et c'est une intrigue, assez intéressante et au final, on reconstruit le puzzle au fur et à mesure, qu'on avance, dans cette lecture. OK, super. Tu peux redonner le titre et le nom pour que les gens l'ont bien en tête? Le poids des secrets, OK, Aki Shimazaki. super. Bon, écoute, merci beaucoup Jérémy en tout cas Avec plaisir pour Thomas. ton intervention l'émission et puis, écoute, je te dis à très bientôt. À bientôt, bonne journée. Bonne journée.